Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le premier épisode du podcast de Sci-Fi, le magazine sur la fiction et la science où on explore le passé, on interroge le présent et on rêve le futur. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de générique. En effet, le podcast Sci-Fi est un chantier en cours. Nous avons décidé malgré tout de vous en offrir le contenu. Nous mettrons à jour ce premier épisode sous peu. En attendant, je vais laisser à Hans le soin de vous présenter le contenu de cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le blog scienfi.com ou rejoignez-nous sur Twitter @scienfi. Aujourd'hui, leçon d'alchimie, comment transformer le café en or. Ensuite, leçon d'évolution, l'homme du futur est-il déjà parmi nous. Enfin, leçon d'astronomie, de la Terre à la Lune, du rêve à la réalité. Retrouvez maintenant Science ou Fiction avec Adrien. Science ou fiction, la rubrique sur les actualités étranges. Un café récolté dans les excréments d'un petit mammifère. Science ou fiction? Science. Eh oui, le kopi luwak, une des délicatesses indonésiennes, consiste en un café un peu particulier. En effet, les grains de café sont récoltés dans les excréments d'un petit animal, la civette palmiste hermaphrodite, ou localement appelée luwak. Cette civette choisit les baies mûres du caféier et les ingère. Suite au passage dans son appareil digestif, les grains excrétés sont débarrassés du péricarpe, c'est-à-dire de l'enveloppe charnue et comestible autour du grain. Ces derniers sont alors traités et récoltés comme n'importe quel autre café. Ils sont lavés, séchés, torréfiés, etc. Eh bien, croyez-le ou non, mais ce café est en fait le plus cher du marché, avec un prix avoisinant les 300 € du kilo. C'en est à tel point que les contrefaçons existent, voire les stocks sont coupés avec des grains ordinaires, et seuls des experts goûteurs peuvent identifier la supercherie. Et puisqu'on en est sur le goût, il dit que le kopi luwak manque d'amertume et qu'il possède des arômes absents des autres cafés. Quoi qu'il en soit, son enjeu économique est tel qu'une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question et a tenté de déterminer si le kopi luwak avait une signature chimique différente des celles des autres cafés, et ce, afin de mettre au point un test fiable pour l'authentifier. Dans un article paru dans le journal of Agricultural and Food Chemistry, il relate qu'après le contact avec les sucs digestifs et les bactéries intestinales, suite au passage dans l'appareil digestif de la civette, les grains sont nettement enrichis en acide citrique et en acide malique notamment. Coupés avec 50% de café normal, les scientifiques ont pu faire la différence avec un kopi luwak pur. Donc on n'a pas là un test pleinement fiable, puisque si un stock est coupé avec moins de 50% de café normal, il sera difficile voire impossible avec la méthode actuelle de le savoir. Mais c'est un bon premier pas dans la mise en évidence de fraude et de supercherie. Si vous avez déjà goûté au kopi luwak ou souhaitez réagir, rendez-vous sur scienfi.com ou sur Twitter @scienfi. La prochaine évolution de l'homme serait-elle la nyctalopie? Dans une vidéo postée sur YouTube et datant de 2009, mais qui a récemment refait le buzz sur la toile, on y voit notamment un jeune garçon chinois qui verrait dans le noir. Tout d'abord, Nong Yui, de son vrai nom, possède des yeux bleus, fait tout à fait extraordinaire pour un asiatique. Dans la vidéo, on nous décrit qu'il peut voir dans le noir au point de pouvoir remplir un questionnaire en l'absence de lumière. Si l'on met le garçon aux yeux de chat, il pourrait être le premier représentant de la prochaine évolution de l'être humain. Alors science ou fiction? Fiction. Eh oui, en réalité, la capacité de voir dans le noir que possèdent les félins ou certains petits primates par exemple, est en fait liée à la présence du tapetum lucidum. Le tapetum lucidum est une structure réfléchissante au fond de l'œil, derrière la rétine, qui en fait amplifie la quantité de lumière perçue par les cellules photoréceptrices. Chez les primates, le tapetum lucidum est présent dans le sous-ordre des strepsirrhiniens, dont les lémuriens de Madagascar font partie, et a été perdu vraisemblablement par l'ancêtre commun qui a donné naissance à notre propre sous-ordre, les haplorhiniens. Pour information, ces deux sous-ordres auraient divergé il y a environ 58 à 63 millions d'années. Donc, a priori, un de nos lointains ancêtres aurait perdu cette capacité il y a environ 60 millions d'années. Théoriquement parlant, les nombreux gènes nécessaires à l'émergence de cette structure pourraient se réactiver, ou des séquences génétiques codant exactement pour cette fonction pourraient réapparaître de manière spontanée. C'est possible, enfin bon. Les chances restent quand même excessivement minces, rendant cette éventualité très peu probable. En fait, le mieux serait de tester la présence ou non du tapetum lucidum chez ce garçon. Et bien en fait c'est assez facile à vrai dire. Puisque cette structure réfléchit la lumière dans la pénombre, il s'agit juste de diriger un faisceau lumineux dans les yeux pour y voir la réflexion. Nous avons mis le lien de la vidéo YouTube sur la page de l'épisode. Vous pourrez vérifier par vous-même la différence de réflexion entre les yeux du jeune homme et ceux d'un chat pris en photo dans la nuit par exemple. Au lieu de ça, il a été suggéré que ce garçon aurait une forme bénigne d'albinisme oculaire, ce qui crée un iris dépigmenté qui peut réfléchir très légèrement à la lumière. Les personnes atteintes de cet albinisme ont aussi les yeux sensibles en pleine lumière,
et ce qui est exactement ce qui est décrit dans la vidéo, soit dit en passant. Sa bonne vision d'un pénon peut, elle, être expliquée par une présence accrue de bâtonnets, ces cellules de l'œil responsables de la vision en noir et blanc dans la faible luminosité. Ou bien cette vidéo ne peut être aussi qu'un canular. En tout cas, on ne saurait que trop lui conseiller une petite visite chez un ophtalmologiste. Maintenant passons à Hans pour le premier épisode de son audio-docu, de la Terre à la Lune. Aujourd'hui, pour cette première édition de Sci-Fi, la rubrique dans laquelle je tenterai de décrypter pour vous la science dans la culture populaire, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il a marqué la science-fiction dès ses débuts. Je parle bien sûr du voyage vers la Lune. Plus exactement, je vais vous parler de l'évolution de ce thème dans l'imaginaire populaire et comment celui-ci a été un vecteur de diffusion scientifique. Ce vaste sujet mérite plus qu'un seul épisode et sera donc traité sur une série de 4. Dans ce premier épisode, nous allons d'abord faire une chronologie des différentes phases de l'évolution de ce sujet dans l'imaginaire populaire. Pour commencer, je vais vous parler de ce qui est, pour moi, l'un des premiers romans de science-fiction et sûrement le premier à traiter avec autant de notions scientifiques le sujet, malgré les contraintes de l'époque. Il s'agit de L'Autre Monde, ou Histoire comique des empires et états de la Lune, écrit en 1657 par Savigny Hercule Cyrano, aussi connu sous le nom de Cyrano de Bergerac. Celui-ci envisionne le voyage vers la Lune possible dans une cabine à la base de laquelle serait attachée une fusée d'artifice en rang qui s'allume l'un après l'autre, afin de s'élever jusqu'à la Lune. Ceci afin de se séparer de la Terre qui ne lui plaît plus et d'atteindre ce pays fantasmé qu'est la Lune. Passons maintenant à un autre roman de science-fiction qui est probablement le plus connu de tous sur ce sujet. Il s'agit de La Terre à la Lune de Jules Verne. Dans ce roman, Jules Verne nous décrit un canon gigantesque, à même de propulser une capsule habitée, faisant office d'obus afin de l'envoyer jusque dans la Lune. Là aussi, se reflète dans ce roman l'influence de la révolution industrielle et de la passion de Jules Verne pour les sciences de son époque. Enfin, peu après, Georges Méliès use de ses talents de prestidigitateur pour rendre vivant à l'image une synthèse des romans de Verne et Cyrano dans son film de 1903, Voyage dans la Lune. Peu après, Georges Méliès use de ses talents de prestidigitateur pour rendre vivant à l'image une synthèse des romans de Verne et Cyrano dans son film de 1902, Voyage dans la Lune. Une version de ce film, restaurée avec ses couleurs d'origine et accompagnée d'une bande-son créée par le groupe R, est maintenant disponible dans le domaine public, depuis l'année dernière. Nous nous retrouvons maintenant en 1950 avec Georges Prosper Rémy, connu sous le pseudonyme de Hergé, qui initie un projet de travail afin d'amener le personnage de Tintin sur la Lune. Les contraintes de la guerre froide forcent l'histoire à se passer dans le pays imaginaire de Sylvie. De ce projet naîtra 2 tomes, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Tout dans ces albums représente le travail effectué par Hergé dans le détail et dans la recherche documentaire qui a été fait afin de représenter au mieux les connaissances et technologies de l'époque dans le domaine de l'aéronautique. 15 ans après la parution du premier tome de Tintin, Objectif Lune, le premier homme marchait effectivement sur la Lune. La fiction était devenue réalité. Mais cela n'a offert que de nouvelles frontières à explorer pour la science-fiction. Comment s'installer sur la Lune? Comment développer la vie sur celle-ci? Comment atteindre avec une mission humaine Mars? Ou même, que sais-je, atteindre l'extrémité de notre galaxie, et au-delà? C'est à ça aussi que sert la science-fiction, à nous permettre de rêver les frontières qui, actuellement, ne nous sont pas possibles via les sciences et les connaissances actuelles. Et c'est exactement ce que fait Chuyo Koyama dans son manga Uchu no Kyodai, aussi connu sous le nom de Space Brothers, dont les 2 premiers tomes sont sortis en France, qui s'intéresse à comprendre quel serait le futur de la conquête spatiale. Je finirai donc sur cela ma chronique de cette semaine, et je vous retrouve dès le mois prochain pour le 2e épisode de cette série sur le voyage vers la Lune. Et voilà, c'était le premier épisode de Sci-Fi. Nous espérons qu'il vous a plu, et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le 2e podcast. En attendant, si vous souhaitez dialoguer avec nous, nous faire part de vos suggestions ou de vos commentaires, rejoignez-nous sur le blog scienfi.com ou sur Twitter @scienfi. En vous remerciant, nous vous disons à bientôt.